Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On est vendredi, on fait l'émission donc clôture hebdomadaire. Regardez un petit peu donc vers quoi on se dirige pour cette fin de semaine. Essayer de préparer un peu le terrain pour la semaine prochaine. Essayer de voir ce qui pourrait se produire pendant le week-end sur nos potes BTC et autres altcoins qui évidemment nous pourrissent la vie, enfin moi personnellement me pourrissent la vie parce que je n'ai plus droit à mes week-ends comme je pouvais l'avoir avant. Donc maintenant il faut suivre les marchés, enfin il faut suivre, en tout cas il peut se passer des choses sur les marchés tout le temps, même le week-end. D'ailleurs le Bitcoin a une fâcheuse tendance à travailler le week-end en plus, donc on va essayer donc de préparer tout ça. De regarder et de cadrer un peu tout ça, puisque donc moi il faut quand même que je prenne en compte évidemment le fait que là je suis en vendeur mais sur CFD, c'est-à-dire que moi mes CFD là vont rouvrir dimanche en fin de journée et qu'évidemment il n'y aura pas de cotation entre temps, donc il peut y avoir des gaps et ainsi de suite, donc il faut éventuellement ajuster son risque, c'est-à-dire son exposition en fonction des différents risques qu'on va essayer de mettre en valeur. Donc est-ce qu'il y a un risque de breakout haussier sur le Bitcoin? C'est possible. Est-ce qu'il va arriver? Ça me semble quand même très peu probable. Je vous invite toujours, pour éviter d'avoir des décisions, ou en tout cas des jugements qui pourraient être irrationnels, à toujours les remplacer par des schémas décisionnels qui sont profitables et d'essayer de vous baser un maximum sur ces schémas-là. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir raison, ça veut juste dire qu'en tout cas, vous appliquez toujours le même processus. Et comme ce processus est profitable, normalement, c'est comme ça que vous êtes profitable dans les marchés, ça ne va pas chercher plus loin. Donc, je vous invite toujours à supprimer les biais. Moi, là, le premier, là, ça me gêne. Techniquement parlant, visuellement parlant, oui, l'épaule tête épaule, on la voit bien, oui, tout le monde l'a vu. Je veux dire, tout comme tout le monde avait vu le triangle, on sait que ce genre de triangle a plus de chances de sortir par le haut que par le bas, mais je vous avais quand même averti des risques, étant donné la structure parabolique ici, d'où le fait que j'avais commencé quand même à vendre au cas où, même si j'ai pas été surpris de la sortie haussière. Mais bon voilà, donc on sort par le haut, ça passe pas, on rejette au niveau de la target. Donc ça c'est typique, comme je vous dis, des vagues 5, c'est-à-dire des excès finaux. Euh, donc pour moi ça s'arrête là-haut. Voilà, donc théoriquement pour moi ici on est en marché de consolidation. Et comme on a fait une bulle, généralement la consolidation derrière, elle est longue et douloureuse. C'est-à-dire, douloureuse. En tout cas, elle retrace assez fortement et surtout très longtemps. Donc ça, pour moi, c'est le schéma que je suis. D'accord? Parce que c'est le schéma que je suis supposé suivre, parce que c'est le schéma technique que me donnent les outils que j'utilise. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se produire. Mais je suis obligé de suivre ce schéma-là parce que c'est celui qui est le plus probable. Donc on est ici, et d'un point de vue technique, oui, donc épaule, tête, épaule, ça c'est ce que vont vous dire tous les analystes techniques. Certes, déjà d'une, il va falloir l'activer, c'est pas encore le cas. Par contre, ce qui est certain, c'est que si on retourne ici, il y a un breakout. C'est ce que dit la structure épaule, tête, épaule, que si on la casse, on aura donc un objectif baissier de report de l'amplitude globale qui nous donne une target vers les 6002. Bon, comme par hasard, c'est aussi une target qu'on avait identifiée, donc il n'y a pas de secret. Voilà, c'est de dire, moi j'avais vu ces objectifs-là avant même qu'on fasse l'épaule, tête, épaule. Potentielle, elle est déjà pas encore là. Donc, faire très attention. Quand tout le monde voit une structure, moi ça me gêne, c'est surtout parce que tout le monde en parle, alors que généralement il fallait trader avant. Donc évidemment pour moi cette semaine, tout l'enjeu est de savoir si je veux ou non renforcer au niveau de l'épaule. Pour l'instant, je trouve ça très compliqué. Parce que normalement, ici au niveau du canal de tendance, j'aimerais bien trouver des signaux de type bear ou des signaux rouges, voilà. Mais pas de l'overload. Donc ce que je trouve en 4 heures, ça ne correspond pas exactement à ce que je veux, mais, et je vous dis, il ne faut pas toujours regarder que le momentum. Donc ici, en fait, c'est si je supprime les prix, que j'efface de ma tronche tout ce merdier, d'épaule, tête, épaule, et ainsi de suite, je sors tous les biais qui m'ont été introduits par quelqu'un d'autre. Franchement, moi, l'épaule, tête, épaule, je vais être honnête, je ne l'ai même pas vu. Mais comme j'ai vu tout le monde en parler, j'ai dit, ah oui, c'est vrai qu'elle est là, et c'est vrai qu'elle est assez évidente, mais on est encore très loin de l'activer. Moi, ici, je vais essayer de cadrer, c'est-à-dire je supprime toutes les analyses graphiques. Voilà. Là, pour moi, j'ai un graphique sur lequel je peux bosser. Je supprime même le momentum parce qu'il ne me sert à rien. Et voilà, moi je dois cadrer ça. Mon job c'est de dire c'est quoi ce machin, qu'est-ce que j'en fais et statistiquement parlant, quel est le contexte que j'identifie ici et quelle est la quelle est la stratégie que j'applique dans ce genre de contexte. Bon bah voilà, pour moi dans ce genre de contexte, ok, oui on a un beau mouvement haussier, c'est clair. Je vois qu'il est carrément irrationnel sur la phase de tendance ici, qu'on a rejoint les boîtes de contexte ici. Pour moi tendance haussière c'est fini. Voilà, à partir de là il fallait effectivement rechercher des ventes. Ça corrobore ce qu'on a fait à l'époque. Mais un gros signal vendeur là-haut, évidemment, je l'ai exploité. Qu'est-ce qu'on voit d'autre?
Je dis toujours, regardez, d'abord vous commencez toujours par le contexte, parce que c'est lui qui vous permet de contextualiser le mieux ce qui se passe, de manière large, et surtout d'éviter les biais techniques. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé ici, et on l'a renormalisé. Maintenant, on a commencé par normaliser la résistance, le canal de support est maintenant normalisé également. Donc, quand on a eu une phase un peu exacerbée comme ça, c'est ce qu'on appelle des excès de marché. Un excès, en général, ça nécessite une consolidation beaucoup plus longue, ou alors l'excès va continuer sur les UT supérieurs. Le problème, c'est que quand on vient en daily, on comprend bien qu'ici, on n'est pas de place pour faire un excès haussier. Là, on comprend bien qu'ici, c'est la grosse résistance daily qu'on est en train de travailler et qu'il y a très peu de probabilité qu'on parte en sucette pour aller chercher 16 000. Donc, oui, je pense qu'il faut vendre les ranges daily. Donc je pense que les excès 4 heures ici n'ont servi qu'à aller chercher de manière un peu émotionnelle les zones résistantes en daily. Donc j'ai toujours mon cadre, je sais ce que je fais, je favorise les ventes. Ça ne veut pas dire que je vends comme un débile pour que le truc s'effondre, simplement ici on recherche les ventes haut de range daily après des excès 4 heures. Donc il fallait attendre que les excès 4 heures se terminent, c'est bien ce qu'on a fait. On a tenté le triangle, ça n'a pas passé, j'ai chopé l'excès final derrière. Là, ça s'est passé beaucoup mieux. D'accord ? Là, les 4 heures, c'est bien normalisé et on est impeccable. Je vous rappelle que les ventes dans le triangle, c'était des ventes horaires très agressives qui étaient faites au cas où. Hein. Et évidemment, j'ai bien récupéré les gains avant pour ne pas me ressortir en perte. Hein. Voilà. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Ça me plaît et ça m'intéresse. Parce que là, ce qu'on voit d'un point de vue graphique, c'est que on sortait d'une phase de range. D'accord ? On voit bien les signaux de range ici, plop, 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 hop, ça pète par le nord, impeccable. On avait tous les signaux ici d'alerte haussière, donc on voyait bien que ce range, on allait en sortir par le haut. Boum, on en sort par le haut. On range un peu ici, vite fait, et on commence à partir sur la structure parabolique en sucette. Le breakout ici, d'accord ? Donc deuxième breakout dans la même phase de tendance. Normalement, ça doit quand même commencer à vous alerter un petit peu. Hein. Donc c'était effectivement anormal. On est très mature, et là, hop, de nouveau des signaux de range. Alors ça, tout le monde pareil, personne ne réfléchit, d'accord ? Personne ne regarde ce qui se passe. On est bien dans des ranges. Ceux qui sont en train de dire tendance haussière et de trader en breakout, vous tradez en breakout dans des ranges, ça va vous faire très mal aux dents. Je vous le dis direct, parce qu'en 4 heures, on est dans des ranges et on est dans des résistances de range daily. Donc voilà, dans une résistance, on favorise les ventes, point barre. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas prendre un moment à travailler cette zone, que ça se trouve, on va invalider l'épaule tête-épaule, mais on va venir échouer à 8005. Voilà, on peut faire tout un tas de choses. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Dans un range, plus vous formalisez votre stratégie, plus vous allez vous manger, parce que tout simplement, le marché peut faire un peu ce qu'il veut, et plus il y a de gens qui vont trader la même structure, plus il y a de gens qui vont voir ça comme un objectif spéculatif de les foutre à la porte. Donc il faut faire très attention. Le contexte, c'est bien du range en 4 heures. D'accord ? Un range qui est très probablement baissier, puisqu'il va faire suite à la tendance haussière. Normalement, comment ça se passe ? Après une bulle, comme je vous dis, on corrige, et on corrige assez longtemps. Donc, ici, des signaux de range. Là, le dernier signal en date qu'on a, sur la partie prix, d'accord, c'est un signal de breakout. On ne sait pas ces types de breakout. Je vous rappelle, les croix, il faut les analyser. Donc, est-ce que c'est un breakout de tendance, comme on a pu en avoir là ? J'ai plutôt tendance à dire non. Tout simplement parce que les breakouts de tendance, on les a déjà largement faits. Donc peut-être que c'en est un, encore une fois, je ne sais pas, mais théoriquement, voilà, 8005, si on devait les déborder, effectivement, au-dessus, il y aura peut-être réinstallation d'une tendance haussière. Mais si on ne les déborde pas, c'est juste un breakout de range de plus qui tout simplement va nous amener à pas grand-chose de plus à faire que de continuer à baisser dans ce range, qui est donc un range de consolidation baissière très probablement. Donc si on remet les prix, on retranscrit l'histoire qu'on vient de lire, donc on a des signaux de range matures, puisqu'on a bien donc ici les deux carrés dans les deux directions, ça montre que le marché est bien borné. Donc on a bien un gros range, d'accord ? Pour moi, c'est évident. C'est de dire, là, on est en train d'éventuellement former une nouvelle borne dans ce range qui n'est absolument pas mature. On voit bien qu'ici, on a une borne à la baisse et il en manque clairement d'autres, d'accord ? On voit bien le schéma. Vous suivez toujours le canal de tendance dans ce cas-là pour votre range. On va revirer les prix, d'accord ? Combien de mouvements on a fait ? Un, c'est tout. Donc combien de bornes de range on a ? Une, deux. Et il nous en manque encore, hein. Un range, c'est pas mature après 2 bornes. Donc il y en a probablement une à créer ici et une à créer par là. Bien d'accord. Enfin par là ou plus bas. Mais si on active la structure tête-épaule, la prochaine borne, elle va probablement se trouver sur l'objectif de cette structure, c'est-à-dire proche des 6002, proche du retracement Fibo 50%, etc. Bref, voilà. Toutes les raisons nous amènent un petit peu vers là, quoi. Donc, moi je comprends encore une fois toujours pas pourquoi
Pourquoi il y en a qui achètent? Surtout pourquoi acheter sous résistance, hein? On est en train de chercher des résistances. Je vous rappelle qu'on vend toujours dans des contextes, ce qui fait que ce n'est pas des trades 4 heures qu'il faut prendre, mais c'est des trades au sein du range 4 heures qui se font dans le contexte horaire. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Dans la stratégie, elle vous permet de filtrer les time frames sur lesquels vous pouvez opérer. Mais il faut toujours avoir conscience du scénario que vous faites. Donc, rappelez-vous les multi-time frames. Je vous ai quand même rappelé ça il y a déjà plusieurs jours, mais je vais le refaire aujourd'hui parce que ça me semble important. Toujours dans votre millefeuille, il faut savoir ce qui se passe sur tous les time frames autour de vous. D'accord? On sait que pour l'instant, ce qui cadre notre marché, ce qui le bloque, c'est le schéma baissier daily qu'on vient donc terminer. On vient chercher les résistances daily. On sait donc qu'en 4 heures, on est un peu épuisé dans la structure. On peut relancer un coup de plus, c'est pas impossible, mais pour ça, il va falloir déborder durablement les 8005. Si on les déborde pas, voilà, on voit bien que ça reste des targets de range et qu'on va probablement échouer ici pour un nouveau mouvement baissier qui nous ramènera probablement à activation de l'épaule tête-épaule vers la zone des 6004, 6002. D'accord? Ça, c'est notre cadre technique. Mais pour le trader, c'est-à-dire si vous voulez chercher à vendre la borne de ce range, il faut aller en horaire, là où vous trouvez un contexte. Okay? Donc le principe est de dire il faut trader dans ce contexte horaire et il faut faire du coup une analyse ici en horaire. Donc on refait le même exercice, on vire les prix et on regarde. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien un schéma de baisse, okay? On retrouve bien nos bornes de range qu'on a identifiées tout à l'heure. D'accord? La première borne ici, la deuxième est là, et on est en train de chercher la troisième dans les débordements de contexte. La prochaine, elle va déborder ce contexte, et normalement, elle ira plus bas que ce point-là. Donc l'objectif, c'est de viser la cassure de ce niveau, d'accord? Et donc un objectif plus bas. On ne sait pas trop à quel endroit, mais on a dit donc si c'est épaule tête épaule, c'est plutôt 6004, 6002 qu'il faudra viser. Hop. Donc on voit bien ici notre contexte, et l'objectif c'est donc de dire, ok, dans un range c'est un mouvement baissier. On le voit bien notre mouvement baissier ici. 1, 2, 3, 4, 5, ok. On voit bien qu'on avait un range baissier, ok, c'est impeccable. Là on voit bien des signaux de range, tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce qu'il y a de plus normal, ok. Et évidemment on vient déborder le contexte. Donc ici on est propre. Pour moi le schéma pour les héliotistes c'est ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, et on repart normalement 1, 2, 3, 4, 5. Et on aura fini notre schéma consolidant, on aura fait nos 6002, etc. Ok? Donc, pour ceux qui aiment l'Elliott, voilà le schéma que j'ai, moi, théoriquement, devant moi. Donc ici, oui, il y a bien une vente à rechercher. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait dans cette zone-là? Dès que ça déborde les contextes, on essaie de chercher des signaux vendeurs. Bon, voilà, je ne peux pas faire mieux que ça, regardez, ça déborde le contexte, ça short. Ça ne veut pas dire que c'était le bon mouvement, ça veut juste dire, ici, il y a un short. Ici, il y a un short à nouveau. Quelle est la structure? Voilà, pour moi, là, elle est claire et nette. C'est toujours un range, et c'est un bon gros biseau baissier. Enfin, biseau ascendant, donc assorti probablement baissière. Alors normalement, il faut prendre les deux derniers mouvements. Hop et hop. Voilà, donc on est dans un biseau ascendant. Tout le monde pense qu'on va en sortir par le haut. Objectivement parlant, il n'y a rien qui le suggère. Et pour l'instant, tout est plutôt en train de suggérer qu'à chaque fois qu'on essaie de déborder le contexte, ça passe pas. Et que dès qu'on va réussir à sortir par le bas de la tendance, enfin de ce schéma qui n'est pas une tendance, d'accord, c'est un range haussier en fait, le biseau. Dès qu'on va sortir de ça par le bas, on va réactiver la structure majeure baissière, et là malheureusement ça annonce des choses un peu moins bandantes, c'est-à-dire qu'effectivement on va normalement reprendre la tendance baissière, casser les moyennes de prix, et aller chercher nos objectifs baissiers. Donc est-ce que je reste vendeur du Bitcoin? Oui, clairement, oui. Où se trouvent mes stops? Invalidation si on tient plusieurs clôtures au-dessus de 8005, ou si on arrive à 8007, c'est là où se trouvent mes stops à break-even, et hors de question que je me laisse déborder avec une perte. J'ai bien tradé ce mouvement, j'ai des gains latents, j'accepte de les mettre en risque, c'est-à-dire j'accepte de perdre éventuellement les gains que j'ai sur Bitcoin, pour le bénéfice de tirer bien plus que ça, évidemment. Et là, dès que je vais avoir un signal, vous savez très bien ce que je vais faire. Évidemment que je vais renforcer ce truc à la vente. Pour l'instant, je ne peux pas le faire, d'accord? Pour l'instant, le canal de tendance est trop resserré, je vais attendre sa sortie baissière. C'est-à-dire qu'en 4 heures, j'arrive pas, pardon, en horaire et en 4 heures, j'arrive pas à trouver de signaux. La seule chose que je peux savoir, c'est que tant qu'on n'est pas à 8005, tant qu'on n'atteint pas la target en 4 heures, je garde un biais plutôt vendeur. Mais tant que ça ne break pas au sud et qu'on ne vient pas casser cette tendance, je ne peux rien faire. On les voit bien, les signaux sont tendanciels, c'est-à-dire qu'ici, ils tentent d'installer une tendance haussière. Et ce genre de biseau, si on en sort par le haut, ça créera une forte tendance haussière. Encore une bubule ou n'importe quoi, et on ira s'envoler jusqu'à 10 000. C'est possible, ça, c'est ce que j'appelle mon invalidation. Maintenant, est-ce que c'est ce que je trade? Non, parce que c'est techniquement, enfin, c'est ce que j'ai en face de moi, pas le plus probable.
Est-ce que ça veut dire que ça va se produire? J'en sais rien du tout, encore une fois. Donc BTC, je suis juste mes schémas, pour moi ils sont baissiers, ça ne veut pas dire que ça baisse, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez des biais haussiers, vous chercherez des signaux haussiers et vous vous direz, bah là il y a des signaux de tendance haussière, c'est parfait, j'achète et je place mes stops là-dessous. C'est évident que ça, si on le casse, vous devez vous barrer en tant qu'acheteur, hein. Et moi je pense que c'est à ces moments-là où je vais commencer à renforcer. Je vous rappelle toujours, la stratégie, elle vous dit clairement, il faut attendre des signaux dans votre sens, d'accord? C'est-à-dire des signaux vendeurs si vous voulez vendre, des signaux acheteurs si vous voulez acheter. Il faut être toujours dans des contextes. Pour moi, on est dans un contexte vendeur. Je vois des signaux acheteurs très agressifs qui veulent installer une tendance dans un cadre qui, pour ma part, ne correspond pas à une tendance. Donc, si ça parvient à installer une tendance, j'ai tort, je sors, tant pis, c'est pas, voilà, j'étais dans le mauvais camp, c'est pas très grave, et en plus, ça me coûte rien. Donc, ça me va très bien dans ces cas-là. J'aime bien ce genre d'invalidation où ça me coûte zéro. Par contre, je vois les boules qui sont très agressifs et qui achètent des contextes vendeurs. Ça m'intéresse. C'est-à-dire que là, si vous vous plantez chez les boules, moi là, je vais renforcer vos conneries. C'est-à-dire que si on vient choper vos stops ici, la dernière fois que vous avez acheté, bah, il va de soi que moi, c'est clair et net que je vais renforcer mes ventes. Donc, il faut vous dire un truc. Pour vendre, il faut un signal vendeur, mais la cassure d'un signal acheteur, ça fonctionne aussi. Et moi, j'ai un signal acheteur ici, momentum plus prix et tout ce qu'il faut. Si je casse ça, je renforcerai à la vente. Donc moi, il faut être simple. Dès qu'il y a une clôture qui se fait sous les 8000, je renforce la vente. Donc, j'arrive pas pour l'instant à trouver un signal vendeur ici. Je ne trouve pas ce que je recherche. Donc, j'attends tout simplement que les acheteurs se fassent dégager. Donc, si ça ne dégage pas les acheteurs, j'ai tort et ils arriveront peut-être à pousser à travers 8005. Tant qu'ils ne poussent pas 8005, je ne sais pas ce qui se passe. Autrement dit, voilà comment je résume mon marché. Alors moi, honnêtement, faire un truc comme ça ne me prend pas plus de 20 secondes, hein. C'est juste là, je vous explique tout le processus de pensée. Voilà, pour moi, c'est ça en gros le marché. Tant qu'on ne tient pas plusieurs clôtures au-dessus de 8005, sérieusement, je m'en bats un peu les couilles. Tant qu'on ne vient pas reclôturer sous les 8000, je m'en bats un peu les couilles. Donc, autrement dit, mon Bitcoin, comment je vais le cadrer ce week-end? Bah, tant que ce soir, il ne me donne pas une direction autour de ça, ça va être difficile. Si je le vois qui se dirige vers la partie haute, sérieusement, je vais réduire mes leviers, parce que le risque, c'est de me retrouver lundi matin avec un marché qui réouvre à 9003, et là, pour le coup, bah, je me prends une perte. Il faut comprendre que j'ai des prix de revient moyens ici, moi. Donc si je vois qu'on se dirige vers la partie haute ce soir, je vais réduire clairement mes expositions, voire éventuellement sortir. Si je vois qu'on se dirige vers la partie basse tranquillement, je vais passer mon week-end, et je vais peut-être même renforcer un peu avant le week-end. Ok ? Donc je ne sais pas, comme d'hab, on gère ses risques. Pour moi ici, il n'y a absolument rien qui me permette de prendre une décision dans quelque sens que ce soit. Je pense qu'on est juste totalement neutre. On évolue pile poil à la médiane de cette zone d'hésitation. Voilà. La zone de polarité, elle se trouve à 5000, 8005 ou sous les 8000. On ira chercher une de ces deux zones, je ne sais juste pas laquelle. Voilà. Les autres marchés, bon, peu importe. Alors, je vous laisse admirer le BNB. Hein, voilà, donc lui, pareil, il tente son débordement. Hier, j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain, les mecs, ils vont être chauds comme des braises. Qu'est-ce que je vois direct? Hop, un scénario de range. Et je me dis, oh putain, les glands, ils sont tous en train d'acheter, ça va se péter la gueule. Donc, on est dans des ranges, toujours pareil. Vous pouvez vous exciter le gland, faire comme vous voulez. Mais soyez rationnel. Quand vous avez des signaux de range et que vous voyez tout le monde excité à l'achat et compagnie, ça pue la merde. Ça sent toujours très mauvais. Là, c'est clairement des gros signaux de range confirmés par des prix. Achetez si vous voulez. Moi, je vous dis, quand j'ai un cluster comme ça, d'accord, ça, c'est-à-dire un signal technique et un signal de prix juste derrière avec un signal de momentum. Alors, ce sont que des signaux gris, c'est-à-dire qu'ils restent spéculatifs, on n'est pas dans un contexte, mais ça traduit quelque chose. Là, on a bien un cluster d'informations qui s'est mis en place ici. Et comme par hasard, les prix déclenchent derrière. Alors ça veut dire que vous ne pouvez pas vendre ce genre de signal, mais si ça se retourne, ça veut dire quelque chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, les prix commencent à se renverser dans cette grosse zone que je vous avais identifiée sur le BNB pour vous dire s'il se retourne ici, c'est un gros putain de range hebdomadaire qu'on est en train de former. Et tout le monde voit de la tendance haussière. Si on se plante ici, la correction va faire mal. C'est ça que je vous ai dit. Je ne vous ai pas dit que le BNB allait forcément se péter la gueule, je vous ai juste dit si on se retourne ici, ça va saigner. Parce que les mecs, ils sont chauffés à blanc, ils voient tous des tendances, alors que pour moi, ça pue le range. Voilà. Donc vous faites comme vous voulez. Moi, je vous ai juste dit, chargez pas trop vos portefeuilles en BNB parce que je sens le soufre qui arrive. Et comme par hasard, je vous laisse quand même regarder comment ça se dirige là au niveau du momentum. Ça sent le double cycle vendeur. C'est-à-dire là, vous voyez, vous avez un cycle vendeur et ça tente de passer haussier. Si ça passe pas, c'est un deuxième cycle vendeur qui arrive derrière. Et là, je vous dis que ça casse clairement les sentiments haussiers. Et je vous mets ce que vous voulez à parier qu'on finira probablement là à la fin de l'été. Bref, c'est mon choix. Après, vous faites comme vous voulez. Gardez des BNB, je n'ai pas dit de tout vendre, je vous ai juste
juste dit, si vous êtes chargé, si vous avez chargé la mule en BNB, il est peut-être plus intéressant de récupérer des dollars pour ces BNB aujourd'hui, quitte à racheter des BNB plus tard. Mais la zone ici, elle est très 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 dangereuse. Voilà pour les cryptos. Allez, le gold, tiens, comme par hasard. Allez, donc ça, on finit une belle semaine sur le gold. Je vais virer tout, on va se mettre en hebdo. Voilà, donc en hebdomadaire, grosse mèche basse sur le gold. On va vers un débordement de résistance. Les 1355, on va vérifier si j'ai des signaux, mais ça m'étonnerait sérieusement qu'on ait... Voilà, faites attention. Mais on a des signaux de range, mais on a un signal de range acheteur d'abord. Donc... moi, je pense qu'encore une fois, on va en sortir par le haut de ces structures-là. Je pense que ça commence sérieusement à queener à Wall Street. Il ne le voit pas encore venir, hein, mais moi je vois tous les marqueurs de risque commencer à partir en sucette, le VIX qui pourrait partir à l'achat, et reste à savoir de ce que vont faire les actions. Est-ce que les actions vont s'envoler en même temps que le VIX? Et là, c'est le départ dans la bulle, c'est-à-dire objectivement parlant, on sait que tout va très mal finir, mais on préfère acheter avant. C'est possible, ça fait partie des scénarios d'invalidation pour ma part, mais voilà. Est-ce qu'on a les moindres signaux qui permettent de sortir? Pour ma part, nada. J'ai raté l'achat ici, j'attendais un petit peu plus bas. Maintenant, est-ce que je m'amuse à vendre mes gold? Absolument pas. Donc gold, on va vers des beaux franchissements de résistance. Là, on a une belle sortie de range. Les contextes sont toujours disjoints et je pense qu'ils vont l'être à nouveau du coup à la fin de cette clôture hebdomadaire. Le momentum est acheteur, les prix le sont aussi, donc souvent les gens cherchent des divergences. Hein. Là, pour moi, pour l'instant, c'est juste convergent. Donc le risque, c'est tout simplement que ça s'envole hein, et que ça parte en couille complet, c'est-à-dire sortie du range. Et là, j'aime autant vous dire que les targets, elles sont loin. Ce range est déjà donc polarisé à l'achat, ce qui veut dire que là, effectivement, il y a des targets de range. Il va falloir faire attention et gérer son risque. Ceux qui veulent prendre un petit profit partiel, pourquoi pas. Moi, j'ai encaissé la dernière fois vers les 1335. Donc, je n'ai pas nécessairement là besoin de refaire un TP à 1350. Voilà. Je vais juste gérer mon risque sur cette zone. C'est-à-dire que je vais remonter mes stop-loss et je vais laisser le marché travailler. Si le marché explose cette zone avec la polarisation haussière de ce range, moi, ça me va. Hein, sérieusement, je ne vois pas de contre-indication à ce que ça aille dans ce sens-là. C'est-à-dire si on doit aller ici, en gros, si ça c'est une première vague, ça c'est une consolidation, et que là on va vers la troisième, encore une fois, pour moi les targets elles sont très loin, hein, c'est 1550 et on va chercher sévère. Hein. On va chercher des targets hebdo. Ici, au minimum, c'est 1480 la dernière fois qu'on avait du volume, et je pense sérieusement qu'on ira taper les 1580 derrière. Donc, ça, c'est mon scénario, celui que je vous travaille depuis un bon moment. Donc, je ne vais pas m'amuser à récupérer des gains alors que le gold est en train de s'envoler. Donc, les actifs risqués remontent. Comment vont réagir les actions? Moi, comme toujours, je vous dis, c'est des réservoirs à liquidité. Et normalement, quand vous en remplissez un, c'est que l'argent vient bien de quelque part. Ce que je trouve magique en ce moment, c'est qu'il y a un réservoir à liquidité qui ne se vide jamais, c'est celui des actions. Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il y a une décollecte sur les actions, oh putain, la Fed arrive et inonde le marché de liquidité. Donc c'est bien. Mais encore une fois, c'est de la liquidité fictive. C'est de dire, bon, dès qu'on vous voulez vider un peu ce réservoir-là, je le remplis, comme ça il a l'air toujours vide. Comme ça il a l'air toujours plein. Mais c'est de la liquidité à crédit. Enfin, c'est de l'inflation pure et dure. Donc au bout d'un moment, soit l'inflation elle doit se voir ailleurs, soit c'est une bulle boursière. Et c'est ce que je vous dis. Pour moi, ça crée des bulles, ce que fait la Fed depuis des trimestres. Pas ce qu'elle a fait en 2012, ça crée de la croissance. Aujourd'hui, ça crée de l'inflation, de dire on soutient les marchés, ça crée de l'inflation, ça crée des bulles boursières en fait. Parce que cette inflation-là, on ne la voit pas dans la vie réelle, donc c'est qu'elle ne crée pas de richesse. Donc, c'est que ça crée des bulles, voilà, c'est de la spéculation. Donc tout cet argent qui est déversé depuis plusieurs trimestres, le QE en zone euro et des trucs comme ça, tout ça, ça va être détruit. On est bien d'accord. Quand ça ne crée pas de valeur, c'est que c'est de l'argent de merde, c'est de l'argent fictif. Et soit derrière, c'est l'économie réelle qui va devenir hyper inflationniste d'un coup pour pricer tout cet argent en plus, soit on va le détruire, cet argent. C'est-à-dire on va faire baisser les prix des endroits où il est allé s'accumuler. Pour moi, c'est clair et net que ce pognon, il est surtout accumulé dans les actions et dans la dette d'entreprise. Donc, où est-ce qu'on va démonter tout ça? On va créer des faillites en chaîne dans des entreprises qui ne pourront plus payer cette dette. Ça va détruire du crédit, voilà. Et surtout, on va faire baisser les valorisations boursières des actions, tout simplement. Voilà. Est-ce que ça va foutre la corde au cou à toutes les boîtes? Non, elles n'ont déjà pas embauché. Donc, c'est de dire, c'est bon, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont distribué des dividendes. Donc, elles vont juste arrêter de distribuer des dividendes, arrêter de racheter leurs actions, tirer un peu la ceinture, et puis voilà, c'est pas la fin du monde. Voilà.
Encore une fois, les récessions ne sont que les régulations, en fait, les régulations naturelles d'un système. Donc, arrêtez de flipper sur les récessions. Bref, donc gold, ça se passe bien. L'euro-dollar cette semaine, c'est un peu la même chose, mais ça traîne un peu de la patte. J'aimerais bien qu'on finisse la semaine plus positive sur l'euro-dollar, c'est-à-dire qu'on marque bien ici à une clôture en haut, puisqu'on n'a pour l'instant pas réussi à déborder le plus haut de la semaine passée, et j'aimerais bien qu'on le fasse. C'est-à-dire que j'aimerais pas trop une inside bar. Je préférerais que cet après-midi, hop, on aille se faire un petit mouvement aussi. Je ne sais plus si c'était hier le dernier catalyseur sur les US. Non, voilà, c'est cet après-midi, on a les retail sales. Donc c'est ça qui va enfoncer le truc. Hein. Donc soit le dollar est tellement fort, il va revenir nous invalider, pas invalider, mais il va essayer de revenir tester le plus haut du chandelier hebdo précédent. Hein, pour éviter de laisser une single print. Sinon, bah, c'est la merde. Le dollar s'enfonce encore plus, les core retail sales sont pas bonnes, et on finit avec un avalement haussier, c'est-à-dire on clôture toujours plus haut que la bougie précédente avec une mèche basse, et là, la semaine prochaine, on va enfiler comme des imbéciles jusqu'à un 15. Et ça va aller tout seul, comme dans du beurre. Donc, il reste une statistique sur le dollar cette fin de semaine, personne ne connaît le chiffre. Ça peut très bien réactiver à la baisse sur l'euro-dollar. Donc soyez pas conscient, ne soyez pas encore trop leveragé sur euro-dollar. J'ai une forte exposition sur le dollar, mais pas nécessairement que sur l'euro-dollar. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour moi, l'euro-dollar, il me semble encore un peu... ça... Je sais pas, voilà, je sens le vice caché sur Eurodol. Je suis dedans clairement, j'ai déjà renforcé sur l'Eurodol, mais j'y vais pas encore comme un gros débile. Voilà. Plus tard, je vais le faire, hein, je vous rassure, l'euro-dollar, ça fait partie des trucs que je vais pas hésiter à racler, mais comme un gros salaud. Par contre, pour l'instant, je sens que ça peine un peu au démarrage. J'ai tout, j'ai les signaux pour y aller en hebdo, j'ai l'accélération de prix, donc je reste acheteur clairement. Oui, j'ai commencé à renforcer, mais voilà, il faut pas y aller pour l'instant avec des leviers trop forts. J'ai un levier spéculatif maximal. D'accord. Ce qui fait que si ça retombe, je vais me prendre 3% dans la gueule. Mais je ne suis pas prêt à risquer plus pour l'instant. Parce que je trouverais ça débile. Et surtout que j'ai beaucoup d'exposition dollar à côté. La UDNZD, tiens, alors on va regarder, bon, GBP, voilà, donc on regarde GBP, celui-là pareil, il me fait un peu peur, mais lui quand il va lancer, ça va être costaud. Tout simplement parce que je vois bien la fameuse structure rounding bottom que je vous ai mise en place depuis un bon moment, carrément commencer à se valider, hein, c'est-à-dire que là je pense qu'on est en train de former un creux majeur, et que quand on va vraiment le valider celui-là, c'est-à-dire quand on va revenir chercher la tendance ici, on va se rendre compte qu'il n'y a pas de tendance baissière, tout simplement, et que encore une fois c'est plutôt le dollar qui est tellement faible par rapport à l'ensemble du panier de devises, que c'est fini. Voilà, pour moi, on est survendu, on n'arrive pas à faire de nouveau plus bas. Donc c'est soit on s'est planté et on va accélérer à travers la survente, là ça va être des grosses bougies baissières et invalidation pour moi de tous les scénarios sur le dollar, soit tout simplement, aujourd'hui on valide le dollar. On vient de finir le cycle baissier, on est en train de préparer un cycle haussier. Si là on se tape un cycle haussier, je ne vois pas comment ce canal de tendance va être résistant cette fois-là. Pour moi, c'est quasiment aucune chance. Donc voilà, j'attends gentiment et timidement qu'on travaille cette zone. Je pense que cette zone va réagir à l'achat. Une fois qu'elle va le faire, tout simplement, ici, on va former soit un diamant, soit, je sais pas, mais on va former une structure de retournement de long terme. Voilà, peut-être un truc comme ça. On peut très bien faire le diamant, hein. Vous le voyez bien dans ce cas-là, ça fait tac, tac. Putain, il faut que j'y arrive. On va le dessiner, hein, mais dans ce cas-là, voilà, vous voyez bien le diamant, il fait ça, ça, ça et ça. D'accord. Peut-être qu'on va former un diamant sur cette structure-là, j'en sais rien. Et quand on en fera la sortie haussière, c'est seulement là, dans ce cas-là, qu'on aura la tendance. Je ne peux pas vous donner la structure. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, le momentum est haussier et que je pense que les prix vont l'être la prochaine fois. Donc je vois très peu de résistance sur le canal de tendance, mais si ça se trouve, ça va résister quand même. Mais moi, je vois un momentum haussier, ce qui me laisse à penser que là, la prochaine fois qu'on achète, on achète direction la zone de survente. On va probablement essayer d'aller faire un nouveau plus haut qu'ici, ce qui veut dire qu'à mon avis, ici, il y aura très peu de résistance et qu'on va filer comme des tebiches directement chercher les résistances. C'est le sentiment que j'ai moi, qu'ici, soit on aura une petite résistance sur la moitié du canal avant d'aller chercher la zone haute, soit on y va direct comme des imbéciles, parce que le dollar s'écroule. Voilà. Je ne sais pas comment, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura des zones techniques à travailler, il y aura cette médiane de canal ici sur laquelle il faudra faire attention en gestion du risque, mais normalement ici, il n'y aura pas autre chose à faire que de prendre des profits partiels ou de remonter un peu les stops, parce que je pense qu'une fois qu'on aura pété ce canal de tendance, tout le monde visera les débordements de contexte, c'est-à-dire la zone des 1,40, 1,50, de revenir post-Brexit et revenir tester ces zones, tester les moyennes. Et ici, évidemment, il ne faudra pas oublier d'encaisser ces gains. Alors oui, ça fait des beaux mouvements, hein, encore une fois. C'est des mouvements hebdomadaires. Ça mettra plusieurs trimestres à venir les chercher. Mais l'objectif, c'est quand même des 20% de dégradation. Et c'est surtout des dégradations liées au dollar. L'USD Yen, c'est toujours la même chose. On ne change pas le scénario. On va quand même regarder la tronche des clôtures hebdo.
Ah, alors attention, donc en hebdo, on est baissier, certes, mais on a quand même cassé le plus haut de la chandelle précédente. Bon, ça valide pas trop le support, donc ça reste à penser ce que ça confirme, ça tendrait à confirmer ce que je pensais. Donc l'USD Yen va ranger un peu cette zone en retraçant légèrement, mais ça risque de revendre derrière, donc je reste clairement à la vente sur l'USD Yen. Euh, mais voilà, prudence pour l'instant sur l'USD Yen, mais restez vendeur pour ma part. Toutes les valeurs, là, type NZDN et compagnie, même chose, hein, ça a tenté d'Airbon la semaine dernière, ça se ramasse direct. On voit bien qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs sur ces trucs-là. Hein, donc les profits partiels que j'ai pris la semaine dernière, je reste dessus, c'est-à-dire que là, je ne renforce pas immédiatement comme un imbécile, mais je reste clairement en objectif où on va déborder les plus bas sur ces trucs-là. Donc toujours, hein, le yen pour moi à l'achat, le dollar à la vente. Mais pour l'instant, on cherche à savoir, d'accord, si le yen consolide pas un peu. Voilà, ce qu'on voit bien effectivement cette semaine. Je pense que le yen, c'est le seul truc sur lequel la Fed peut essayer de jouer pour calmer un peu les tensions et essayer de calmer le truc. C'est-à-dire il faut absolument calmer le gold et vendre le gold à 1355, vendre le yen la semaine prochaine pour que les actions puissent retrouver un nouveau souffle. Si le gold franchit sa résistance, que le yen s'envole à travers sa résistance, c'est terminé pour les actions à Wall Street. Pour moi, elles se dirigeront dans un crack dans les 6 mois à venir. Donc c'est comme ça, hein, tout le monde le verra, enfin tout le monde, pas tout le monde, les professionnels le verront venir de loin. Moi, ça fait des trimestres que je vous prépare à ça, que je vois les prémices de ce truc-là se mettre en place. Voilà, si, c'est clair et net. Hein, pour moi, c'est vraiment gold et yen, les deux marqueurs principaux qui permettent de voir le truc. Je vais vous remettre le quatuor du risque. Rappelez-vous à l'époque ce chart qu'on regardait souvent. Comment je vais appeler ça, moi, déjà? On l'a plus, ce truc? euh, Je crois qu'on l'a mis sur SPX ETF. Peut-être. Ah, voilà, là on a mis les junks. Mais voilà, bon, même chose, hein, de toute façon, regardez les tendances, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas très excitant, hein, ce qui se produit là. C'est la même chose. Si les junks se réorientent à la baisse, ça veut dire que le sauvetage qui a été initié ici ne fonctionne pas. Et c'est toujours comme ça que se met en place un crack. Hein. C'est de dire, on fait tout pour sauver. D'accord. C'est le sauvetage, le sauvetage, le sauvetage. Il faut que ça passe, il faut que ça marche. Et puis on se rend compte que merde, ça marche pas. Et c'est là où bah, ça queen. Donc on voit bien hein, la même structure sur le VIX. Hein, le VIX la prochaine fois. En fait, c'est des triangles d'hésitation partout. Donc ça hésite sur les junks, ça hésite sur la volate, ça hésite. Putain, voilà. Alors ça, c'est encore magique. Regardez qui achète encore une fois. Donc voilà, hein, les ETF, Adonf, toujours les mêmes imbéciles qui comprennent rien au marché en train d'acheter. Si ça ne suit pas sur le marché réel, alors que ce gave d'achats, de volume acheteur sur du bon, ils achètent des packages. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est de l'investissement passif. C'est la chose qu'il faut jamais faire dans la fin d'une tendance et encore moins quand il s'agit d'actions. Donc là, ils achètent le package complet d'actions américaines, ils sont gorgés de risques, ils s'en rendent absolument pas compte, voilà, là, c'est de vous dire, sur le précédent sommet historique, qui a pour l'instant à peine été débordé, et là, pour l'instant, les prix sont toujours plus bas que ça, hein, c'était 38 000 à l'époque, ils sont à 49 000, vous vous rendez compte le truc? Ils ont 20% d'exposition supplémentaire à celle qu'ils avaient déjà le 21 septembre 2018, qui a créé un carnage derrière en fin d'année. D'accord? C'est de dire, là, les mecs, ils n'ont pas compris la leçon. Ils ont renforcé comme des fils de pute. Et tout simplement, eux, c'est la méthode all-in. C'est de dire, eux, ils sont 20% au-dessus du sommet historique, alors qu'on n'y est même pas encore. C'est un truc de dingue. Voilà, moi pour moi, je vous dis, je vois tous les éléments pour une crise financière. Alors personne n'ose en parler, sauf certains au FMI et des trucs comme ça. Mais oui, on va tout droit vers une crise financière parce que tous les éléments sont là. Des particuliers qui achètent, enfin des particuliers, des gens qui achètent sans savoir trop ce qu'ils achètent. Ils achètent des packages sur lesquels on leur a dit c'est bon, achetez, c'est safe, il n'y a pas de souci, c'est garanti, la Fed est derrière. Non, mais attends, faut pas nous prendre pour des cons quand même. Enfin, je veux dire, c'était la même chose comme à l'époque, on nous disait mais non, mais il n'y a pas de souci, regardez, achetez ces packages de crédit de merde, on vous vend une assurance pour ça. Bah voilà, l'assurance n'a jamais été payée, les mecs ont été ruinés, et puis bah, il y avait que ceux qui avaient acheté ces conneries qui étaient là pour pleurer. Donc c'est toujours la même chose. Là, tous les mecs qui achètent des ETF, ils se disent c'est bon, il n'y a pas de souci, la Fed est en soutien. Bah oui, mais bon, si la Fed elle perd le contrôle, les actions vont chuter, tu trouveras pas de contrepartie pour revendre tes ETF à la con, et tu vas te retrouver avec des ETF illiquides. Tu vas devoir vendre tes ETF en panique dans des actions qui sont complètement illiquides aussi, et ça va finir très très mal. Voilà, donc attention à ceux qui détiennent des ETF. C'est toujours pareil. Je ne dis pas qu'il va y avoir une crise, mais je dis juste là, la seule chose qu'il ne faut pas avoir en portefeuille, c'est des ETF. Voilà. Et surtout pas des ETF sur les techs et les secteurs américains qui vont se péter des cracks boursiers si jamais ça part en sgeg.
Euh, Qu'est-ce que what else? Donc voilà, toujours le swing, hein, pour moi ça change pas, au contraire, c'est les semaines s'orientent toujours de la même façon, hein, donc des prises de risque complètement folles qui ne peuvent amener qu'à deux choses, hein, soit des bulles spéculatives, mais d'une ampleur qu'on n'aura jamais connue dans toute l'histoire des marchés financiers, et autant vous dire que ce qui se passera derrière, là pour le coup je serai beaucoup moins positif. Je suis pas une personne négative et ni encore moins une personne, je suis pas je suis pas de naturel pessimiste. Euh, et ni trop optimiste d'ailleurs. Moi, je suis plutôt enfin, je régule. Voilà. Moi, les gens qui disent tout va bien se passer, on va résoudre tous les problèmes, je dis bah non, quand même pas. Tous les gens qui disent oh mon Dieu, c'est la fin du monde, on va tous crever et le système financier va s'effondrer, bah non, je crois pas non plus. Je pense que c'est un peu un entre-deux quoi. Donc c'est un peu le truc, euh, c'est un peu le délire. Voilà. Bref, Apple. On y va parce que je vois que c'est intéressant. Voilà, la semaine sur Apple. Donc on revient clôturer les gaps et ça reflue. Hein, donc typiquement Apple, je vais renforcer dans pas longtemps. Hein, j'attends un petit signal. Ouf, bah, en fait je pense qu'il est déjà là mon signal. Oh oui, d'accord. Donc target de range, hein, la classique. Je pense que ça c'est un truc où on va former un petit triangle ici ou un truc comme ça. On va le polariser à la baisse et quand on le cassera, c'est là où on déclenchera les structures d'effondrement spéculatif. Hein. Là, c'est un peu le dernier pullback. Il y a plus rien là en termes de structure de prix qui nous attire, à part ce gap-là. Mais je vois pas l'intérêt d'aller le refermer. Celui-là n'a pas été refermé non plus. Ah, donc pour moi, Apple, c'est là, on se dirige vers les cracks. Ces gaps-là, on les refermera dans plusieurs années, quand on pourra revenir éventuellement chercher ces valos. Euh, Hein, donc voilà, ça par contre, je vous rappelle, ce sont des gaps qu'on n'a pas nécessairement besoin de refermer, c'est ce qu'on appelle des gaps de rupture. C'est-à-dire que ça, ce sont des gaps qui initient des tendances, et ces gaps-là, les tendances restent intactes tant qu'on ne les referme pas. Hein, raison pour laquelle je vous dis le stop sur Apple, moi je peux limite la baisser ici. Hein. Si on vient chercher ces prix-là, ça ne m'intéresse plus. Voilà. Donc là, on rejette. Attention, hein, on est toujours sur la structure de range, soyez pas trop agressif. Mais moi ici, dans cette structure-là, il est clair et net que je vous ai dit entre 50 et 61, mais éventuellement jusqu'à 76,4, je chercherai des ventes. Je vais aller voir en 4 heures si on a un petit quelque chose. Où est-ce qu'on aurait un contexte? En horaire, je pense qu'on va avoir le contexte. Je ne sais pas si je vous ai pas mis un message dans Discord à propos d'Apple. Mais si je ne l'ai pas fait, je vais le faire. On va attendre que ça dessine. Tu veux pas, évidemment, tu vas me dire study error. Voilà. D'accord. Bon. C'est nouveau ça. Alors, donc, voilà, ok, on est donc bien dans un contexte horaire. Les box de contexte commencent à se rejoindre après une phase un peu épidermique. Euh, Normalement, il faudrait quand même deux vagues, mais je pense qu'on va quand même s'y attaquer. Alors, c'est que du TP, donc non, moi je dirais attendre un petit chouïa de plus sur Apple. D'accord, le signal d'hier me semble pas suffisamment concluant. Je pense qu'il va y avoir une petite attaque haussière de plus, peut-être pour venir chercher voilà, le Fibo 61 éventuellement. Bref, dans la zone à travailler, je vais donc mettre une petite alerte quand même pour préparer des breakouts sous le gap là. Si on revient fermer ce gap là, ce ne sera pas des alertes pour vendre en breakout, hein, mais ce sera simplement des alertes pour surveiller ce marché là. Pas de signal de momentum pour l'instant, donc pas de positionnement. En 4 heures, je ne pense pas qu'on soit dans les contextes. On va aller vérifier quand même. Non, voilà. Donc attendre le contexte 4 heures me semble clairement l'objectif à faire. Donc soit on rechute une première fois et on revient le chercher ensuite, d'accord? Soit tout simplement, et moi je pense que c'est ce qui a le plus de chances de se produire, parce que c'est ce qui se produit le plus souvent dans ce genre de marché, c'est on a poussé comme des gros imbéciles, on va former un triangle ici, et ensuite on va éventuellement commencer des choses un petit peu plus intéressantes. Donc Apple, il y aurait des renforts, mais ce n'est pas une urgence absolue et surtout, ça ne concerne que les traders agressifs. Si vous n'êtes pas agressif, je pense qu'il n'y a pas de nécessité d'urgence d'appuyer sur les boutons. Je pense que vous pouvez rester patient et méthodique dans la structure. Je pense que de ce triangle, dans un triangle, il n'y a pas de nécessité encore une fois. C'est soit vous chopez la première borne et vous êtes tranquille et vous n'avez plus rien à faire dans la structure, soit vous prenez pas la première borne et vous attendez le breakout baissier. Mais c'est pas, voilà, pour moi c'est pas, je vois pas il y a que les traders agressifs qui vont chercher des ventes là-haut. Voilà, c'est ça que j'ai à vous dire. Voilà. Donc je dirais si on clôture le gap et qu'on attaque, et là il faudra éventuellement voir pour affirmer ce scénario ou non. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai reçu des alertes pour General Electric. Voilà. Donc General Electric, aïe, c'est signal de range. Bon, donc il faut faire attention. Ça me paraît pas ultra showtime GE. Donc pour l'instant, je dirais patience, mais du signal de range dans un contexte, dans un range immature. Hein. Alors ce range a quand même fait pas mal de tac 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 là, hein, on voit bien. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on arrive enfin à passer au-dessus des moyennes. Alors ça c'est bien.
On va se mettre en daily pour voir peut-être. Ici, on verra quelque chose de mieux. Ah oui, alors si, ça c'est intéressant. Donc là, au contraire, voilà. Là, en daily, ça me paraît vachement plus intéressant. À chaque fois qu'on arrive sur les contextes de support, on arrive avec de la survente et ça réagit à l'achat à chaque fois. Là, on est donc ici. La grande question est de savoir, est-ce qu'on déborde un peu? Et dans ce cas-là, on tente le breakout et ça passe pas. C'est-à-dire, c'est le range qui l'emporte et on aura une consolidation plus longue. On viendra chercher ma zone d'achat. On aura ici une forme d'accumulation un petit peu plus puissante, ou tout simplement, ça c'était vraiment un excès, le marché refuse cette zone de prix, constitue un support majeur ici dans le support de contexte, et là c'est direction le contexte résistant avec un débordement à venir, et là autant vous dire ça va aller loin, hein. C'est-à-dire revenir chercher les premiers objectifs, la zone des 15, 16, 17, c'est totalement possible. Je vous rappelle que GE, c'est typiquement le genre de valeur qui sera acheté à mort si on se dirige vers des marchés baissiers. Parce que c'est un actif refuge qui a un beau potentiel de gain à faible risque. Et si les mecs veulent acheter, je rappelle, il y a beaucoup de gens qui sont long only dans le marché. C'est-à-dire que leur capacité d'investissement ne peut être mise qu'à l'achat. C'est-à-dire que quand on est dans un marché baissier, les mecs, ils sont vraiment emmerdés parce qu'il faut qu'ils trouvent des choses à acheter dans un marché qui baisse partout. Parce qu'ils ne peuvent pas immobiliser une grande partie de cash, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'investir cet argent-là. La plupart des fonds de pension américains, d'accord, ils ont des cash flows obligatoires, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir plus de 30% de cash, je crois, c'est un truc comme ça. C'est-à-dire que c'est bien, ils peuvent revendre leurs actions, mais dès qu'ils ont 30% de cash, il faut qu'ils en rachètent d'autres. Donc qu'est-ce qu'ils font ces fonds de pension? Ils vont tout faire pour faire de la gestion à faible risque, c'est-à-dire essayer de trouver des actions défensives, type utilities, des trucs comme ça. Le portefeuille va baisser, c'est clair, mais ils vont tout faire pour limiter la baisse, soit en chopant des actifs qui peuvent créer des retracements et pondérer un peu. Ça, c'est de la gestion. Voilà. Ça, c'est un travail de gestionnaire, mais en comprenant qu'en plus, les gestionnaires de fonds de pension américains, ils ont des handicaps. C'est-à-dire, comme je vous dis, eux, c'est long only. Ils ne peuvent pas vendre. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire on vend des actions pour hedger le portefeuille et éviter de filer des pertes aux clients. Eux, c'est de dire c'est long only, donc de toute façon, comme ça va baisser, et si ça baisse, forcément, on va faire perdre du pognon aux clients. On va juste faire en sorte de compenser la perte par certaines actions sur lesquelles on peut espérer tirer quand même un rendement à l'achat. Typiquement, les utilities sont très clairement recherchés dans ce type de marché. Donc là, effectivement, un GE qui prendrait 60%, alors que le reste de la cote se fait déchirer la gueule, c'est pas impossible. Voilà, c'est pas impossible du tout. Donc à surveiller, raison pour laquelle je reste quand même sur le buy and hold de GE, mais ici je ne vais pas jouer le trade en breakout pour l'instant, tant qu'on ne casse pas le haut de la structure de range. Voilà, donc je repousse, il faut qu'on arrive à accéder à la zone de volume supérieure. Si on franchit les 11,56, je prendrai mon renfort en breakout sur GE. Pour l'instant, je reste hésitant sur cette structure de range. Elle me paraît assez dangereusement illisible. Et face à ça, je préfère rester donc plutôt, on va dire pas timide, mais hésitant. Voilà. Je ne suis pas certain ici, je pense que l'algo est passé à pas grand-chose de recaler le canal de tendance. Vous voyez, c'est-à-dire que, en fait, prenez votre contexte en 4 heures là. D'accord, je pense qu'ici, ça s'est joué au poil de cul. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas cassé le canal de tendance. Vous voyez, normalement, ici, il aurait dû repartir là, le canal de contexte, et se rediriger comme ça. Ce qui fait qu'on aurait eu ici un range mature. On aurait fait une borne, 2 bornes, 3 bornes, et la quatrième ici, éventuellement. Ok. Là, effectivement, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, moi je suis hésitant. Je n'ai pas de structure de range qui soit proprement mature. Donc ça me laisse à penser qu'effectivement le signal de range ici risque de nous tirer vers une consolidation un petit peu plus longue sur GE. En tout cas, voilà, pas suffisamment d'informations pour prendre une décision. Donc on ne prend pas de décision dans ce cas-là. En tout cas, moi c'est comme ça que je pratique le trading. Il y a quoi? Oui, attends, je crois que c'est... Non, c'est LVMH. Bon, j'étais plus du coup sur celle-là. Alors tiens, on va regarder, ça fait un moment que j'ai pas regardé mes petites françaises. Voilà, bon, elles ont été stoppées, hein, donc pas de surprise. Je vais complètement oublier ces trucs-là. Elles sont pas sur le même portefeuille, donc j'ai pas fait gaffe. Donc ça a été stoppé. Est-ce que je recherche des achats là-dessus? Alors, il faut trouver une structure. Donc là, du coup, grosse tendance baissière. Dans ce cas-là, ça, c'est le pullback. D'accord? Et là, on fait l'excès final. Donc, est-ce que cet excès final est mature? Alors, on a eu plusieurs breakouts. Je dirais qu'il nous en reste peut-être un de plus à faire. On va essayer de voir, pardon, on va essayer de voir en daily si on voit mieux que ça. Alors, ouais, voilà. Donc, normalement, ça se fait... donc, c'est pas mal. On a effectivement les signaux de range. Donc, ça, c'est typique des contextes d'excès finaux. Est-ce que ce sera suffisant pour trader ici? Est-ce qu'on est sur un fort support? C'est piquant, hein, c'est piquant. J'ai l'impression que le marché veut aller un peu plus bas. Et je dirais qu'il veut chercher justement sous le contexte. Rappelez-vous, normalement, les achats d'excès finaux se font sous les contextes. Donc je dirais que ça, il faudra peut-être le reprendre vers 2,65. Il faudra que j'aille appeler mon père.
parce que c'est lui qui traite ça en plus. Hein, donc, hop, hop. Voilà, ça je pense qu'ici, il y aura un petit achat spéculatif à faire. Vers les 2,65. On va juste mettre une alerte. Et ABC, ça c'est passé. Impeccable. Donc là, c'est bon. On a bien des signaux de range. Attention, range dans les deux sens. Donc là, normalement, sur ce truc-là, vous devez être capable d'identifier le range. Est-ce que vous pouvez identifier ce range? Moi, non. Là, je ne vois pas de structure de range valide ni exploitable. J'ai beaucoup de mal à identifier cette structure. Alors, waouh, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça, c'est une bonne question. Alors, le range est mature, hein, on est bien d'accord. 1, 2, 3, 4 bornes. Donc là, celle-là, si vous l'achetez, vous la tenez. Hein, vous la foutez à BE. De toute façon, c'était l'objectif. Hein, c'était de dire, on a acheté en bas. Ça, c'est le stop à break-even. Et ce truc-là, bah, si vous aimez un peu le risque, vous la gardez. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Hein, typiquement, ça, je garde. Voilà, c'est de dire, ce truc-là, je le garde en portefeuille. L'objectif 1 a déjà été fait. C'est sécurisé. Dans tous les cas, ça rapporte un gain. Est-ce que je réinvestis mon risque maintenant? Je pense que non. Donc si on arrive au TP2, je prendrai encore un bon 25% dessus, d'accord, pour gérer le risque, mais j'ai du mal à identifier cette structure de range. C'est assez gênant. Donc soit ici on fait une structure en 5 vagues, c'est-à-dire typiquement, bon, je vais redessiner avec le... Bon, allez, tant pis. Soit on se fait une structure en 5 vagues comme ça, là, hop, 1, 2, 3, 4, 5, on prépare, et derrière va suivre une longue décrue avant de pouvoir réattaquer. D'accord? En gros, on vient chercher le contexte, on revient tâter notre canal de tendance ici, et ensuite on fait le breakout haussier. Je vous rappelle qu'il faut une phase d'accumulation, donc normalement on doit d'abord venir chercher le contexte, revenir tester le canal de tendance, puis revenir chasser le contexte pour créer le breakout. Par contre, j'aime autant vous dire, si ABC réalise un breakout sur cette UT là, ça fait mal. Hein. C'est-à-dire qu'un breakout haussier de la zone des 7,27 sur cette valeur, ça va être très punchy derrière. Hein. Parce que là, derrière, ça voudrait dire qu'on est... Alors, vous voyez, il n'y a pas de tendance en hebdo, hein, on est bien d'accord que à chaque fois qu'il y a des targets, elles ne sont pas débordées. Mais ça reste du range, c'est-à-dire c'est une valeur qui est orientée à la hausse. Si vous prenez le canal de long terme sur ABC, ça fait mal. Hein. Enfin, ça fait mal. Disons que ça fait de beaux objectifs haussiers derrière en débordement, si ce truc-là déborde. Après, il faut que vous compreniez aussi ce que veut dire, enfin ce que c'est ABC. Hein. C'est comme je vous l'ai dit, quand on fait du stock picking, il faut aussi des informations. On fera l'émission stock picking, hein, ça c'est clair, mais il faut savoir donc à quel secteur, parce que différents secteurs réagissent différemment. Ça, je vous le réserve plutôt pour l'année prochaine, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et puis en plus, le stock picking, c'est pas mon domaine de prédilection. Donc il va falloir que j'aille me renseigner un peu. Peut-être que je vous ferai parler mon papa, tiens. Bon, je sais pas s'il est à l'aise au micro, mais c'est plutôt son domaine à lui, ça. Donc il vous donnera éventuellement ses astuces. Donc voilà, hein, là si ABC arrive à déborder la zone de résistance des 7,60, derrière c'est 11, 12 en objectif graphique. Autant vous dire que là vous êtes heureux hein, sur ce genre de valeur là. Hein. Voilà. En plus, ABC c'est quand même techniquement relativement propre. Je ne suis pas certain que cette zone de résistance relâche, mais si elle cède, effectivement il y a de beaux gains à faire là-dessus. Et là vous serez bien heureux d'avoir eu le trade spéculatif à de bons prix à 5,88. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde un peu avant la clôture hebdo. Alors, le VIX. On va regarder le VIX. Alors, le Bund, tiens, j'aimerais bien voir sa semaine au Bund aussi. Qu'est-ce qu'il nous a fait cette semaine? Ok, donc on termine la semaine en haut. Les mecs n'ont peur de rien. Toujours pareil. Hein. Donc, le Bund, à ses plus bas niveaux jamais vus. Hein. C'est-à-dire que là, on est au niveau du plus bas que ce qu'a fait le Japon. Hein. Donc, c'est toujours pareil. C'est de dire tout va bien, on ne s'inquiète pas. L'Allemagne ne fait rien du tout, donc il y a eu, je crois, j'ai vu passer ça pendant la semaine, 22 milliards d'émissions de Bund à taux négatif, bon, enfin c'est un truc de dingue. Donc ça gêne personne, voilà, hein, c'est de dire, on fait tout pour donner de l'argent à l'Allemagne, et tout le monde pense qu'il n'y aura aucun souci à tel moyen que c'est de dire, c'est irrationnel, hein, encore une fois, du crédit à taux négatif, ça n'existe que par des fictions de mécanismes boursiers qui rendent ça techniquement, temporairement viable. Mais le taux négatif, encore une fois, dans 10 ans, je vous parie ce que vous voulez, qu'on ne sera pas en taux négatif. Hein, sinon, l'économie va avoir du mal à rouler. C'est de dire, en fait, l'économie a déjà du mal à rouler, et le seul moyen de la faire rouler encore aujourd'hui, c'est de rendre techniquement possible les taux négatifs
pour éviter que les bulles de crédit explosent. Voilà. Mais bon, les bulles de crédit vont finir par exploser. Et évidemment, derrière, je pense que cette fois, on tapera sur le Japon pour qu'ils arrêtent leurs conneries. Et tout simplement, ce sera probablement fini les taux négatifs derrière. Bref, je pense que c'était une ère de marché de faire ça, de jouer sur du taux négatif pour pousser les bulles de crédit toujours plus loin. Mais je pense qu'on va quand même finir par payer les conneries de 2008, tôt ou tard. Et à ce moment-là, je pense qu'on reverra notre fonctionnement de crédit et la création monétaire. Je dire très sincèrement, je pense que le FMI va mettre sous contrôle les banques centrales mondiales. Enfin, pas sous contrôle, mais il y aura un contrôle des banques centrales fait par le FMI et probablement donc de nouvelles règles prudentielles pour les banquiers centraux. C'est-à-dire qu'ils arrêteront d'avoir le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Ils seront contrôlés tout simplement par une instance supérieure qui sera probablement le FMI. C'est ce que je vous ai dit de toute façon. D'un point de vue rationnel, je ne pense pas qu'on va changer complètement le système monétaire et compagnie, mais qu'on va le contrôler un peu plus. C'est-à-dire que on va dire, ok, les banques centrales, vous avez fait un peu n'importe quoi. C'est vous qui avez créé la crise financière. C'est-à-dire, en 2008, on a dit, oh, les vilains banquiers qui prennent des risques. Cette fois, ça va être, oh, les vilains banquiers centraux qui nous ont fait prendre des risques débiles. Voilà. Bon, c'est un peu la même chose. Mais le principe, c'est de dire, à l'époque, on a mis sous tutelle les banques. Enfin, pas sous tutelle, mais on a perfusé les banques et on les a sauvés et on leur a mis des règles prudentielles. On fera la même chose sur les banques centrales, j'en suis persuadé. C'est juste un cycle logique. Voilà, on reporte le risque et puis voilà. Et après derrière, c'est le FMI qui courra le risque. Et bref, on remonte toujours un peu plus haut. Et donc voilà, pour moi, FMI qui va nous installer probablement une devise mondiale qui remplacera le dollar dans les échanges internationaux. Et théoriquement, ils mettront, pas sous tutelle, mais en tout cas, ils imposeront des régulations aux banquiers centraux pour qu'ils évitent de faire des conneries. Et évidemment, qui est le premier qui va en souffrir? Le Japon. Puisque eux, ça fait 30 ans qu'ils font joujou avec la planche à billets et que quand on va leur interdire de le faire, ils vont voir comme ça va être bizarre, ça va leur faire tout drôle. Bref, donc ça c'est les parenthèses refermées, c'est les scénarios moyen-long terme, les choses que moi j'ai en tête, mais que je ne traite pas en intraday, mais que c'est ce qui me permet de suivre mes scénarios hebdomadaires. Donc toujours pareil, je pense qu'on est à l'aube d'une crise financière et tout ça, pas parce que je suis un permabère, juste parce qu'il y a beaucoup d'éléments logiques et fondamentaux aujourd'hui qui nous y invitent et surtout qu'on commence à voir donc des signaux de prix assez inquiétants de parabolisation du risque qui invitent à la prudence plus qu'à la prise de risque justement. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Donc restez prudents sur les bitcoins et autres trucs du genre en fonction de ce qui sera proposé dans les prochaines heures en se dirigeant vers la clôture des marchés futurs. La UDNZD, putain, voilà, je me disais que j'en oublie un. Donc la UDNZD cette semaine, ok, on reste sur un mouvement baissier, donc on voit bien la reprise du mouvement de consolidation, donc laisser traîner ça pendant encore plusieurs semaines me semble clairement être le scénario le plus probable. On reprendra tout ça plus tard, mais donc à surveiller. Pour l'instant, je le laisse dans un coin de portefeuille. Boeing, il me semble que ça va couiner dans pas longtemps. Donc on voit bien, le truc, c'est de dire, là, ils tentent de sauver le merdier. C'est le moment où on va accélérer ça à la baisse, que ça va devenir un peu plus punchy. Donc toujours pareil, j'attends l'effondrement spéculatif sur cette valeur. Regardez la distance aux moyennes, c'est juste un truc de fou. Ça n'inquiète personne, encore une fois, les mecs n'ont peur de rien. Ça, pour eux, c'est un pricing rationnel. Bref, c'est juste une grosse bubule. Donc ça, il y a un moment où ça ne fera pas support, et c'est quand ça ne fera pas support qu'on se rendra compte que, au final, on était peut-être allé un peu loin. Donc pour l'instant, vous êtes prudents, ça joue. Je vous rappelle que ces signaux-là, parce qu'il y en a un justement qui m'a marqué ça hier. Rappelez-vous, comme vous m'aviez dit ici, il y a un boule et tout, Phil, t'es sûr que ça va pas relancer? Faut faire très attention. Ça, encore une fois, ce sont des cadres techniques que vous exploitez quand on est dans une tendance. D'accord? Ce sont des signaux de tendance. Est-ce que ça, c'est une tendance? Non. Je vous apprends à reconnaître les cadres techniques. Ça, à reconnaître vos contextes. Ça, c'est un contexte de tendance? Non, c'est parabolique, ça explose les contextes dans les deux sens. C'est pas de la tendance, c'est de l'excès. Donc, on n'applique pas les schémas de tendance dans un schéma d'excès. Je vous ai toujours dit, les schémas d'excès et les schémas de bulles, ça se traite comme des excès, comme des bulles. Ça se traite que quand je vous supervise, parce que c'est très dangereux de s'y risquer. C'est un money management très particulier et il faut de l'expérience pour être capable d'invalider les scénarios et de surtout pas rentrer dans les biais de déni et compagnie, parce que si vous oubliez un trade à la vente là-dedans, ou que vous le foutez en mode déni et compagnie, que vous luttez contre la perte, là, mes pauvres, vous allez juste saigner du gland, quoi. Donc, c'est même pas la peine de chercher à... Voilà, c'est que pour les expérimenter.
Et normalement, Boeing, moi, à ce stade-là, je risque plus grand-chose. Hein, voilà. Si ça remonte, bah, tant pis. Hein, si ça baisse, je vais me gaver. Donc on attend toujours le schéma décisionnel à Wall Street qui revient à dire donc sur les actions. Cette semaine, pour moi, elle est clairement décisive. Donc il revient à dire ici, soit cette semaine, c'est la mèche haute du piège à con, entre guillemets, on tente le mouvement haussier, on n'arrive pas à déborder la résistance et on crée ici un mouvement baissier, c'est-à-dire un doji avec une grosse mèche haute et la semaine prochaine on le casse par le bas pour casser immédiatement le sentiment haussier. D'accord et là, tout simplement, pardon. Donc voilà, toujours le même système, en hebdo, on est là, ça pue du cul, personne ne s'en inquiète. Les momentum sont baissiers en hebdomadaire et les prix le seront bientôt également, je pense. C'est-à-dire que là, à mon avis, la prochaine fois, si on doit se diriger vers un mouvement baissier, c'est un mouvement de type marché baissier, c'est-à-dire que ce à quoi il faut s'attendre, c'est un momentum de marché baissier, c'est-à-dire un momentum qui va chercher les zones de survente, type 90, 100, voilà, un momentum qui fait ça, quoi. Donc c'est de dire, le prochain arrêt éventuellement en cas de marché baissier, c'est là en hebdo. Alors on va pas y aller en une phase, d'accord, et je ne serais pas surpris encore une fois que le momentum ici hésite une bonne partie avant de, hop, voilà. Donc c'est de se dire, voilà, toujours pareil, pour moi les mouvements baissiers se mettent en place au sein de cycles baissiers hebdomadaires, c'est donc pas pour tout de suite qu'on va se diriger vers le pire du pire, mais normalement c'est quand on va arriver là que là ça va complètement plonger, comme on pouvait le voir à l'époque, c'est-à-dire c'est là où le momentum passe de zones type moins 50, moins 60, vous voyez, des zones qui historiquement font des supports. Alors, on le voit bien, regardez cette zone-là, à chaque fois qu'on vient là, tant qu'on n'est pas dans un cycle récessif, c'est toujours une zone où ça paye. Voilà. Et donc ça paye, ça paye, ça paye. À chaque fois qu'on est là, on considère le marché comme étant survendu, mais toujours avec des potentiels de croissance. Autrement dit, ça paye irrémédiablement à chaque fois qu'on va chercher ces zones-là. Là, je pense qu'on est au cycle où on a trempé l'orteil, on se rend compte que c'est pas bon. Si on n'arrive pas à réinstaller le momentum haussier et les prix à l'achat, normalement, c'est là où la prochaine fois, on va glisser largement sous le support. Peut-être de cette façon-là, c'est-à-dire comme on l'avait fait à l'époque, c'est-à-dire on rebondit un petit coup pour venir sauver la mule, derrière on revient, on glisse un petit peu, mais on n'arrive plus à s'en remettre. Donc imaginez-vous ce que ça peut donner en schéma comme ça, c'est-à-dire si là le momentum est supposé nous faire la même, c'est-à-dire il revient ici, il vient tremper l'orteil une nouvelle fois, mais il ne parvient pas à s'en remettre, et après on s'enfonce. Voilà, imaginez-vous ça comme un cycle. C'était pour vous donner une idée de la durée. C'est-à-dire que ça met dans tous les cas un bon moment. Ce ne sera pas avant la fin de l'année si on doit avoir des mouvements un peu plus baissiers. Laissez toujours le temps au temps et gardez toujours des visions globales. Mais quand on fait du swing, il est obligatoire d'avoir une vision de ce qui se passe derrière. Cette fois, est-ce qu'on peut installer des marchés baissiers? Clairement, oui. On a bien une macro qui se dégrade considérablement avec donc ce nouveau paradigme de ne vous inquiétez pas, la Banque centrale fournira toutes les liquidités nécessaires. Oui, mais encore faut-il que des gens aient envie d'investir. Sinon, c'est plus un marché. Si c'est la Banque centrale qui donne toutes les liquidités pour que ça baisse jamais, c'est pas un marché. Voilà. Donc, d'un côté, vous ne pouvez pas demander à un marché d'être toujours plus dérégulé, c'est-à-dire de détricoter la régulation financière qui a été mise en place depuis 2008, pour soi-disant favoriser l'investissement. Si les gens n'ont pas envie d'investir, vous pouvez juste leur mettre le couteau sous la gorge, ils n'investiront pas, donc vous faites quoi? Vous ne faites que monter artificiellement les prix dans des volumes qui ne feront que baisser de plus en plus. Et ça, c'est l'installation de bulles spéculatives. Donc, on verra si la Fed créera la plus grosse bulle spéculative jamais créée. Moi, j'en doute sérieusement. Je spécule tout simplement sur le fait qu'il y a un torrent de liquidité, que personne n'en veut, et qu'au bout d'un moment, tout simplement, ça va squeezer. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'il n'y a pas d'investissement, et tout simplement, les prix vont se recaler à la réalité, c'est-à-dire une croissance bien molle et malheureusement des prix qui vont devoir chuter et détruire tous les torrents de liquidités qui ont été déversés artificiellement au sein du cycle économique. Tout n'a pas servi à rien, encore une fois. Je pense que certaines des interventions monétaires étaient plus que justifiées, comme les premiers QE de la Fed, parce qu'ils étaient bien timés, ils étaient positionnés au début et dans la phase de croissance du cycle économique. Cet argent-là a créé de la richesse. J'ai un peu plus de doutes sur le QE de la zone euro. Voilà. Je ne suis pas certain que le QE de la zone euro ait réellement été placé au bon endroit. Il a été injecté au sommet du cycle, enfin à la fin du cycle de croissance. Et je suis certainement encore plus... par contre, là, je suis beaucoup plus...
Je suis beaucoup plus, j'arrive pas à trouver mon mot, ça m'énerve. Je doute beaucoup plus, enfin avec beaucoup plus de fermeté sur le timing du tax plan de Trump. Ça, c'est du pur timing débile. Là, on est en fin de tendance haussière. C'est le mec qui veut pas que la danse s'arrête, quoi. Je dis, c'est le mec bourré dans la soirée qui a décidé que la soirée allait pas s'arrêter. Mais enfin si, au bout d'un moment, il faut rentrer chez toi, mon gars, et puis c'est tout. On se relèvera demain, une nouvelle journée se commencera, tu vois. Donc bon, c'est un peu ce délire-là, toujours pareil, hein, donc qui pour moi me semble un peu irrationnel. Et c'est typiquement le genre de danse que ne suivra pas un financier bien longtemps. Pour l'instant, ça lui rapporte de l'argent et ça lui permet de repousser effectivement, mais un financier, lui, de toute façon, ne voit que des ratios risque-rendement, et je pense qu'il a déjà bien compris, le financier, que c'était en train de s'inverser tout ça, et du coup, il prend moins de risques, et on a beau lui déverser un torrent de liquidité, on joue le jeu, mais on joue le jeu de ne pas vendre, mais clairement, on n'achète pas non plus à Wall Street. Ça m'étonnerait en ce moment que nos amis financiers soient en train d'acheter comme des cochons. Par contre, est-ce qu'ils sont en train de vendre des produits financiers de merde à leurs clients? Ça m'étonnerait pas. C'est toujours pareil, c'est Goldman, c'est toujours les mêmes, c'est les Golden Boy, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, c'est les Goldman, tous les gros fonds de toute façon, tous ceux qui ont le pouvoir de market maker le marché. Évidemment qu'ils ont compris qu'il y avait de la demande chez les particuliers, on la voit bien hein, sur nos ETF et compagnie. Les particuliers veulent investir, veulent faire partie du truc. Que font les gros market makers? Ils font des packages de merde et ils les vendent à qui veut bien les acheter. Hein. C'est comme ça qu'ils font leur profit en ce moment. Et le risque, ils en sont conscients et ils le font prendre à ceux qui veulent bien le prendre, c'est-à-dire toujours les mêmes. Hein, voilà. Et quand les particuliers arrivent en fin de cycle et qu'ils achètent du package, voilà, statistiquement parlant, la suite, vous la connaissez. Bref, donc c'est toujours pareil, on suit des schémas, on ne connaît pas le futur. Là, ici, il y a bien un nœud clair et évident qui se construit au niveau de ce range. Pour moi, fondamentalement, c'est baissier. Techniquement parlant, c'est baissier. La conviction personnelle que j'ai est baissière. Donc, voilà, je trade à la vente, point barre. Vous connaissez toujours ces arguments-là. Si on va vers une bulle, eh bien, j'aurai tort. Oh là là, Phil, le père Mabert, se sera planté. Bref. On verra bien tout ça. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous un agréable week-end. Soyez sages. On se retrouve lundi.